dans la journée, nous devons respecter un délai de 8 jours entre ces propositions de nomination et les auditions. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrions les faire à partir du jeudi 21 février prochain. Mais je tenais à ce que vous en soyez informés pour que vous organisiez d'ores et déjà vos agendas concernant des nominations qui sont particulièrement importantes. Donc nous allons procéder à l'examen de la proposition de loi constitutionnelle proposée par la France Insoumise. Elle vise à instaurer la possibilité de référendum d'initiative citoyenne. C'est un texte qu'ils ont inscrit dans leur journée réservée du jeudi 21 février prochain. Monsieur Bastien Lachaud en a été désigné le rapporteur et je lui laisse la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Les Gilets jaunes manifestent depuis 14 semaines. Partout en France, des hommes et des femmes ont bravé le froid pour faire sur les ronds-points de véritables petits parlements. Poussés par la précarité de leurs existences, soucieux de l'avenir de leurs enfants, ils ont dédaigné le danger et la répression qui a pourtant causé des blessures, traumatismes et mutilations innombrables. Motivés par le bien public, ils sont entrés en insurrection. Ce n'est pas un événement qu'on peut regarder avec indifférence et encore moins avec ironie. Avec les Gilets jaunes, nous n'avons pas affaire à un caprice qui agiterait une masse confuse. Nous voyons comment un principe travaille et anime un peuple. Comme dans la plupart des grands moments de notre histoire nationale, la question sociale vient se heurter à l'indifférence d'une caste, d'un groupe social privilégié et entêté à se distinguer du grand nombre. Face à cette obstruction, c'est la loi fondamentale elle-même qui est désormais mise en question. La protestation des Gilets jaunes est née du refus d'une taxe injuste de plus. Elle débouche aujourd'hui sur la revendication politique de l'intervention populaire. Permettez une brève énumération historique. 1789, la misère du peuple force la monarchie à reconnaître le tiers-État. 1792, c'est l'idée même du suffrage qui s'impose en même temps que la forme républicaine des institutions. 1848, le suffrage universel, à peine effleuré en 1792, est réellement adopté. Mais il n'est pas complet. Il faut encore attendre 1944 pour qu'enfin les femmes aient le droit de vote et 1945 pour qu'elles l'exercent. Voyez comme l'histoire va, approfondissant l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Souvenez-vous aussi des obstacles qu'elle y a rencontrés. Certains ont d'abord voulu empêcher les pauvres de voter. On prétendait qu'ils n'avaient rien à défendre et qu'ils négligeraient le bien public. On a ensuite voulu réserver le vote aux plus instruits. Enfin, on a soutenu que les femmes ne pourraient pas s'émanciper d'une tutelle extérieure et que, pour ainsi dire, elles ne méritaient pas de voter. Les détracteurs du référendum d'initiative citoyenne n'ont pas d'autre argument. Les citoyens méritent-ils, d'autres disent sont-ils capables, d'être à l'initiative d'une loi ou d'une révision constitutionnelle? Mais c'est mal poser la question. Le peuple revendique son droit à se gouverner. Lorsqu'il s'exprime, il ne proclame pas une vérité, il exprime sa volonté. Il fait d'une opinion un acte. Ce droit, il l'exerce lors de l'élection. Il l'a exercé lorsque nous avons été élus. Pourquoi ce droit d'agir et de choisir lui serait-il ôté en dehors des périodes électorales? Il faut, au contraire, l'affermir et en étendre la portée. C'est tout le sens de la proposition de référendum d'initiative citoyenne que je présente aujourd'hui devant vous. Je veux dire sans embâche que cette proposition, si universellement défendue par les Gilets jaunes, n'est pas portée contre la démocratie représentative. Elle en est un complément. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'affirme-t-il pas « Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi ». Certains y voient la banalisation d'une pratique plébiscitaire. J'y vois l'exact inverse. Ce qui caractérise le plébiscite, c'est précisément d'être à l'initiative du pouvoir. Or ici, que voulons-nous? L'initiative populaire. Dans l'état actuel des choses, il n'est pas raisonnable de croire que la volonté et l'intelligence d'un homme seul pourraient faire la synthèse d'un grand débat. Quand bien même il en serait capable, la confiance dans le personnel politique, dans les médias, dans les institutions est aujourd'hui si ébranlée qu'il est illusoire d'imaginer reprendre sans rien changer la vie d'avant. Une autre critique formulée contre le référendum d'initiative citoyenne me semble tout aussi fragile. Il induirait une instabilité préjudiciable. Mais les faits indiquent clairement le contraire. Là où il est en vigueur, les institutions ne sont pas moins solides. Dans le cas présent, la proposition que nous faisons ouvre même la possibilité d'une révision ou d'une refonte complète de la Constitution. Nous offrons un moyen populaire, pacifique et républicain de réviser le pacte qui fait de nous un peuple.
Parce que le peuple n'est pas une collection d'individus enfiévrés. Les partisans du référendum d'initiative citoyenne ne le considèrent pas plus que nous-mêmes, comme la solution à tous les maux. Face à l'urgence sociale et à l'urgence écologique, des mesures doivent être prises rapidement. Les partisans du référendum d'initiative citoyenne en ont pleinement conscience, ils le réclament. Mais face au blocage, nous considérons simplement que le peuple est la ressource. C'est à vrai dire la conviction que partagent a priori tous les républicains conséquents. Nous aurons la possibilité de revenir sur les modalités précises de la mise en œuvre du référendum d'initiative citoyenne. Il soulève des questions techniques que je n'ignore pas. Elles sont intéressantes, mais relativement aisées à surmonter. Se borner à les lister serait un prétexte ou un faux fuyant. À cet instant, je tiens à le dire clairement et avec solennité, il s'agit d'une affaire de principe. Vous êtes face à une alternative. Ou bien vous choisissez la cohérence démocratique et reconnaissez que le peuple est maître en toute chose, ou bien vous optez pour le bonapartisme, d'après lequel le peuple a besoin d'un guide et d'un maître. Vous avez la possibilité de poser un acte fondateur et de faire entrer la démocratie dans une ère nouvelle. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, nous allons entamer la discussion générale, 5 minutes par groupe. Pour le groupe La République En Marche, Monsieur Sacha Houlié. Merci Madame la Présidente. Bien, comme vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, cette proposition de loi à caractère constitutionnel tend à instaurer dans notre Constitution le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, le référendum abrogatoire et enfin le référendum constituant. Si ce texte pose une question actuelle, il n'y apporte que des réponses factices ou opportunistes. Et de ce point de vue-là, c'est au travers 3 éléments que je voudrais développer les arguments qui sont ceux du groupe La République En Marche. D'abord, en soulignant le fait que ce débat est opportuniste. Ensuite, en argumentant sur les désaccords idéologiques qui nous opposent à vos propositions. Et puis enfin, en décrivant l'application hérétique des propositions que vous présentez. Pour ce qui concerne le débat opportuniste, vous l'avez dit, vous en avez fait mention, cette proposition, elle s'appuie sur les revendications des Gilets jaunes. Et au fur et à mesure, vous avez récupéré ce nouvel objet politique, le référendum d'initiative citoyenne, non sans faire vôtre la dialectique qui était celle d'une partie de l'extrême droite, en utilisant notamment le mot fascination à l'égard des personnes qui avaient revêtu le gilet jaune et dont la rationalité autour du débat a totalement été abandonnée. De ce point de vue-là, vous avez également adopté les ressorts les plus profonds de la Ve République avec le référendum qui en est l'expression et que vous avez visé par l'article 3, ce qui est assez étrange quand on connaît les positions de la France insoumise historiquement, puisque vous aviez condamné à de nombreuses reprises cette Ve République. Il y a des accords idéologiques ensuite, parce que vous opérez en premier lieu une savante confusion entre souveraineté nationale et souveraineté populaire. En effet, vous avez visé l'article 3 de la Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie référendaire. Et qu'aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Dès lors, en vous renvoyant, finalement, en revenant à la souveraineté populaire, en fragmentant cette souveraineté par chaque partie de la population, vous utilisez la souveraineté comme un élément de dissolution du pacte national, plutôt que comme un élément de construction. Et puis, je vous l'ai dit, il y a une véritable confrontation idéologique. Quelque chose qui démasque également l'attitude de la France insoumise. Pendant la loi Confiance, que n'avez-vous pas dit autour de l'antiparlementarisme et sur les questions qui étaient celles de la confiance faite envers les représentants? Pourtant, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'existe que le chef d'un exécutif, qu'il s'agisse de l'État ou d'une collectivité locale, et puis le peuple. Et qu'entre ces deux-là, plus rien n'a le droit de mention. Qui d'entre nous, en acceptant ce postulat, est bonapartiste? Qui d'entre nous, en acceptant ce postulat, est antiparlementaire? Eh bien, je souligne, de ce point de vue-là, la consécration d'une dérive autocratique que la France insoumise est souvent prompte à dénoncer. J'observe également que, du point de vue de vos militants, et notamment des personnes qui ont rédigé votre programme, il y a une opposition frontale à ce que la Constitution prévoit comme objet vivant sa propre mort. J'observe encore que, sur le sujet des désaccords idéologiques qui nous opposent, nous ne faisons pas table rase de tout ce que la Constitution prévoit comme mode de participation. Évidemment, l'article 11, en dépit des difficultés que connaît le référendum d'initiative partagée, et nous en pourrons parler, mais également les droits de pétition, les consultations,
Et puis la question des participations locales, puisque le renouvellement des pratiques politiques ne peut pas être uniquement une préoccupation jacobine des élus nationaux et doit trouver son application au travers des agoras qui sont de taille locale. Je terminerai enfin sur les modalités techniques. Et là également, nous avons de grands désaccords, puisque les seuils que vous avez retenus, 2% du corps électoral pour convoquer un référendum d'initiative citoyenne, un référendum abrogatoire, un référendum révocatoire, c'est 900 000 personnes pour la France. Effectivement, c'est des chiffres qui vous parlent, à 600 000 près notamment, ou c'est 900 pour une ville comme Poitiers, ce qui veut dire qu'avec quelques membres de la société, avec cette parcelle de la société, on peut remettre en cause beaucoup de choses qui sont faites, et c'est insatisfaisant de ce point de vue-là, en termes de stabilité politique, comme de participation ou comme d'acceptation du contrat social que nous sommes tous censés constituer. Le délai également m'interroge. Le référendum révocatoire que vous prévoyez d'instaurer, il prévoit, qu'il peut être déclenché à 1/3 du mandat, soit précisément le moment où nous sommes dans le mandat que nous exerçons. Il y a là à nouveau de l'opportunisme que nous retrouvons tout au long de votre proposition de loi, et pour une partie des raisons que j'ai pu évoquer lors de ces 5 minutes d'intervention, nous sommes bien évidemment radicalement opposés aux propositions que vous nous faites. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Philippe Gosselin. Comment ne pas être interloqué par cette proposition qui, fort opportunément, tombe à point nommé au moment d'un débat qui devrait s'ouvrir sur les institutions d'ici à quelques semaines, lié au grand débat. La situation, ce n'est pas nous qui l'avons provoquée, mais je crois qu'il faut aussi savoir s'inspirer du temps et prendre du temps. Alors d'abord, je vous ferai remarquer, chers collègues, que vous n'avez pas le monopole du peuple ou de l'intérêt du peuple. Nous sommes dans une démocratie représentative et les élus que nous sommes, les élus qu'ils soient locaux ou nationaux, ont aussi, à la fois sur le plan théorique, sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, la pleine représentation du peuple. Vous faites, je crois aussi, et il faut revenir aux sources du droit constitutionnel, une savante, entre guillemets, interprétation mêlée de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Et je trouve ça vraiment dommageable, car en réalité, en confondant souveraineté nationale et populaire, non pas au sens de la confusion intellectuelle, mais en les confondant pour n'en faire plus qu'une sorte, d'une certaine façon, vous entretenez la confusion au sein de la démocratie. C'est une négation des élus, de la part représentative, je disais, de nos institutions, et il n'y aurait en effet aucun intermédiaire entre le peuple et ce que vous considérez le souverain. En tout cas, on peut le considérer comme tel sur le plan exécutif. Donc je crois que c'est une méconnaissance du fonctionnement de nos institutions, c'est une méconnaissance aussi de la sociologie électorale. Donc c'est une mesure que nous trouvons très opportuniste, tout en reconnaissant qu'un certain nombre de questions se posent de façon forte en ce moment, et pas simplement de façon opportune. Quelle est la place du peuple dans l'intervalle qui sépare deux élections? Comment mieux faire participer le peuple citoyen? Effectivement, car dans une démocratie, nous n'oublions pas que le peuple est bien le citoyen, est bien le souverain, justement. Eh bien, on peut y répondre par des droits de pétition, on peut y répondre effectivement par des référendums d'initiative partagée. C'est ce qui avait amené l'antépénultième majorité entre 2007 et 2008 à accorder une réforme, à s'accorder sur une réforme de l'article 11 qui mêlait des éléments anciens. Dès 1958, le référendum était reconnu en France, avec des utilisations que vous avez dénoncées largement, parce que le recours au peuple, pour vous, était associé au plébiscite. Certains, sur d'autres bancs, ont d'ailleurs eu les mêmes propos. Je remarque qu'aujourd'hui, on est presque à front à renverser. Ça ne manque pas de sel. Toujours est-il que ce référendum d'initiative partagée a bien été reconnu dès 2008. Et si on peut s'interroger
sur ces conditions d'utilisation, sur les 20% de nombre de parlementaires, sur les 10% du corps électoral, force est de constater qu'ici, on est très loin du référendum d'initiative partagée. Nous sommes sur des éléments législatifs, abrogatifs, révocatoires. Alors ça rappelle sans doute un peu le recall des États-Unis ou d'autres formules, et constituants. Bref, le peuple, qui est évidemment respectable et incontournable dans une démocratie, non seulement ici n'est pas l'élément central, mais l'élément quasiment unique. Il est l'élément unique. Je m'étonne de voir, comme mes collègues, une durée simplement d'un tiers de mandat pour permettre une révocation. Cela veut donc dire que le processus normal électoral peut ne pas être respecté. Il peut ne pas être respecté simplement à un tiers du mandat, alors que la politique, la vie locale, la vie nationale a besoin de temps long. On ne peut pas toutes les semaines remettre en cause ce qui a été décidé par une majorité des électeurs. C'est le principe même de la démocratie, c'est le principe aussi majoritaire. Or, avec 2% de citoyens qui pourraient inverser le processus des choses, on a en réalité une minorité, dans la formule que vous envisagez, une minorité agissante qui, en tant que de besoin, quand elle le souhaite, avec environ 600 000 personnes, pourrait remettre en cause en permanence, ou quasiment en permanence, la stabilité des institutions. Alors, je crois que la question que vous posez, et ce sera ma conclusion, est une vraie question. Quelle est la place du peuple, des citoyens, dans une démocratie comme la nôtre, qui a sans doute besoin de se régénérer, qui doit évidemment se rappeler ses fondements démocratiques, et le peuple est bien à la base du fondement démocratique, mais qui, en oubliant, en mettant de côté par une part trop large les institutions représentatives, en réalité passe à côté de la réponse et qui s'apparente, telle qu'elle est formulée aujourd'hui, finalement plutôt à une approche démagogique que réellement constructive. Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, M. Erwan Balanant. Merci Madame la Présidente. Nous sommes effectivement à l'orée d'un chemin dans notre histoire démocratique. Nous avons devant nous des vraies questions et sans doute des réponses à apporter. Celle que vous faites dans ce texte, je suis désolé de vous le dire amicalement, est une fausse solution d'opportunité politique à un vrai sujet qui doit être traité sérieusement. Et je suis sûr que vous avez aussi envie de le traiter sérieusement, en plus de cette couche de politique politicienne, si j'ose m'exprimer ainsi. Effectivement, quelques éléments de contexte. Notre société évolue. Elle évolue rapidement. Au-delà de notre société qui évolue, nous avons aussi nos pratiques civiques et citoyennes qui se transforment rapidement sous l'influence effectivement de nouveaux outils technologiques que sont les réseaux sociaux par exemple. Mais au-delà de cette évolution en lien avec la technologie, il y a une véritable crise du modèle représentatif qui doit donc être traitée. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui... Peut-être que nos débats permettront de débattre justement sur cette question de cette crise démocratique qui est importante. Il faut faire le bon diagnostic. Alors oui, il faut aujourd'hui puissamment revoir notre pacte démocratique et sans doute inventer des nouveaux outils. Il nous faut revoir l'articulation entre cette démocratie représentative en crise et cette démocratie participative émergente. Aller vers ce que certains appellent la démocratie continue. Il nous faut articuler 3 espaces, l'espace politique, l'espace civique, et à l'articulation de ces 2 espaces, l'espace public qui est l'espace du débat. Et de cette double articulation doit émerger le modèle de société pour lequel le peuple, le modèle de société que le peuple souhaite effectivement. Et oui, le peuple aujourd'hui doit pouvoir sans doute être dans la co-construction d'un certain nombre de dispositifs législatifs que nous allons créer. Alors oui, notre groupe est favorable à cette démocratie délibérative et continue, oui. Elle est favorable au RIC, mais un RIC qui doit être encadré et qui doit respecter un certain nombre de choses. Il faut l'encadrer parce qu'aujourd'hui, tel que vous le proposez, il est complètement
il n'est pas du tout inséré dans notre Constitution actuelle. Il y a même parfois dans votre texte des incohérences sur le placement des articles. Enfin, nous avons des choses encore à travailler dans cet esprit. Pour que le RIC fonctionne, il faut qu'il soit accompagné d'outils démocratiques et de conditions de son émergence. La première, elle est évidente, c'est la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité de la question et des questions qui peuvent émerger. Et cette mise en constitutionnalité, ce contrôle de constitutionnalité, doit pouvoir se faire par un dialogue entre les initiateurs de la question et le Parlement. Et c'est là qu'il y a un véritable point et un véritable sujet à trouver. Quelle doit être cette articulation entre l'initiateur de la question et le Parlement qui sera capable de rédiger la question finalement soumise au référendum? Est-ce que l'outil du CESE peut être utilisé pour ça? Est-ce que des forums citoyens peuvent être créés pour cette articulation? Tout ça, ce sont des choses que nous devons débattre et qui ne peuvent pas se faire en 5 minutes. Alors, il faut aussi, un troisième point important, extrêmement important, sortir les pétitions et sortir la question des groupes d'intérêt. Ça veut dire trouver le bon rythme, ça veut dire trouver évidemment les bons seuils, et ça veut dire, le dernier point, extraire la possibilité de l'influence des lobbies. Et c'est un point extrêmement important pour ceux qui se posent ces questions depuis un moment et qui observent les pays qui utilisent le RIC et qui utilisent ce dispositif. C'est crucial. La Suisse, par exemple, a un problème parfois de lobby vis-à-vis de ces RIC. Les États-Unis, qui utilisent par exemple le RIC, ont un problème du financement des campagnes autour du RIC. Tout ça sont des questions que vous ne posez pas et qui doivent être posées. Alors, pour conclure, redire effectivement qu'il s'agit d'une question cruciale et fondamentale dans notre pacte démocratique, que ce pacte est bien plus complexe que l'unique question du vote en réalité. Nous sommes dans un postulat qui souvent dit démocratie égale suffrage universel. Eh bien non, la démocratie doit s'extraire de cette idée simple que le suffrage universel serait suffisant et indépassable. Eh bien non, et je pense que nous allons pouvoir en parler, en débattre tout au long de ce texte que vous nous proposez, qui aura au moins le mérite de mettre à l'agenda la question de notre démocratie. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste, Madame Georges Paul Angevin. Non, mais... Je vous remercie de m'accueillir de la commission des lois. Cette proposition du groupe LFI nous invite à une réflexion sur l'exercice de la souveraineté par le peuple et sur la crise de notre démocratie représentative. Et nous sommes tous évidemment attachés au fait de mieux entendre la voix des citoyens par le biais de consultations. Il peut y avoir des pétitions, mais pas seulement. Ce qui compte, pour nous, c'est de réduire la fracture qui se creuse chaque jour un peu plus entre la puissance publique, les institutions et nos concitoyens, notamment les plus jeunes. Nous avons besoin indiscutablement de plus de démocratie participative et les citoyens y aspirent fortement. On le voit bien quand on organise des débats dans les circonscriptions. À Paris, par exemple, les conseils de quartier sont très fréquentés, des conférences de consensus, les budgets participatifs intéressent indiscutablement les citoyens. Alors, faut-il aller plus loin et suivre l'initiative que nous propose le groupe LFI? Évidemment, nous nous rendons bien compte que le dispositif qui a été prévu par l'article 11 sur les référendums d'initiative partagée, eh bien, ça ne fonctionne pas terriblement. Pratiquement, ça n'a jamais fonctionné. Et il est évident que si on veut que ce mécanisme fonctionne, il faut le modifier et indiscutablement, sans doute, abaisser les seuils de déclenchement. Nous ferons des propositions en séance publique pour renforcer le principe de la démocratie participative qui doit être au cœur d'une nouvelle ambition pour la République. En revanche, mon groupe ne partage pas l'idée du référendum révocatoire qui est, de notre point de vue, contre-productif. Il nous semble qu'il est préférable de conforter le droit d'amendement citoyen.
L'idée serait de permettre aux citoyens de présenter un amendement qui serait discuté en séance publique. Il faut consolider le droit inconditionnel de contribution, car tout citoyen doit avoir la possibilité de déposer une contribution lorsque le Parlement examine une proposition ou un projet de loi. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, les citoyens le font, mais c'est la présidence de l'Assemblée nationale qui reçoit ces textes, qui est destinataire de ces textes, et nous n'avons guère d'informations sur le nombre et le contenu de ces contributions. La voix des Français sera entendue mieux si la dimension populaire de notre République est renforcée. Et effectivement, il faut réfléchir à la manière d'élargir le recours au référendum. Mais les conditions du référendum d'initiative citoyenne qui sont proposées ici ne nous semblent pas totalement satisfaisantes. Nous préférerions élargir les conditions du référendum d'initiative partagée. Et c'est la raison pour laquelle, même si nous saluons la volonté de nos collègues insoumis de mettre le débat sur la table, nous préférons nous avancer dans la voie de la démocratie participative et nous ferons des propositions en ce sens lors de la séance publique. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Michel Zumkeller pour le groupe UDI Agir Indépendant. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que nous avons bien compris que le peuple demande à intervenir un peu plus directement. Je crois que tout d'abord, il faut quand même toujours se méfier des lois de circonstance. Moi, je les ai toujours condamnées, ça a toujours été le cas. Je dis pas qu'il y a un vrai sujet, on est bien d'accord, mais il faut toujours se méfier de ce qu'on fait dans l'instant. On vit justement une société d'immédiateté. Et je crois qu'il faut quand même être très vigilant là-dessus. Je crois que le rôle de l'élu, c'est aussi de se projeter et de voir où on va et pas seulement réagir à la minute ou samedi par samedi. Ça me semble très important. Il est clair que vous posez un vrai sujet. On a bien compris que nos concitoyens étaient favorables au référendum d'initiative citoyenne. Après, ça pose quand même aussi plein de questions. Vous avez évoqué les seuils. Seuil, c'est un bon sujet. Effectivement, quand on met 10% de 46 millions d'inscrits, on n'y arrivera jamais, ça on a bien compris. Après, est-ce que 2% de la population doivent décider de ce qu'on va faire ou pas faire? Ça pose aussi la question. Ensuite, il y a l'aspect révocatoire. Moi, je trouve que ça, c'est très, très, très dangereux. Vous savez, quand on est élu, et je pense principalement aux maires, etc., quand on est élu pour 6 ans, franchement, en 6 ans, on n'a rien le temps de faire. Si quelqu'un vous dit « j'ai été élu et au bout d'un tiers de mon mandat, j'ai tout fait », à mon avis, c'est inquiétant parce qu'il n'avait pas beaucoup de programmes. Alors si on passe à ça, si l'idée de base, je la comprends, ça va être dramatique parce que plus personne ne fera rien. Et vous n'aurez que des gens qui seront tout le contraire de ce que vous voulez vous, c'est-à-dire des gens qui sont électoralistes. Eh bien, il faudra en 2 mois, on va caresser le peuple dans le sens du poil, il sera bien content, et ceux-là seront réélus. Et celui qui avait une petite vision, parce que le rôle de l'élu, c'est avant tout d'avoir une petite vision, qui va vouloir avancer, celui-là sera battu. Et au final, vous aurez un résultat qui sera tout le contraire de ce que vous voulez. C'est vrai pour le maire, c'est vrai pour les parlementaires, ça sera vrai pour le président de la République. Moi, je me mets à la place du président, quel qu'il soit, 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 ans? Alors, si vous ramenez ça à 1 an et demi, il fait rien du tout. Alors, vous aurez effectivement... ça arrive, ça a déjà existé, des gens qui ne sont là que pour se faire réélire, et vous verrez que c'est pas ce que souhaitaient les gens. En fait, la question que posent nos concitoyens, c'est on ne se reconnaît plus dans notre classe politique. C'est très injuste. Personnellement, je pense que très, très injuste, parce que je le dis souvent, les élus sont très dévoués, il faut jamais avoir peur de le dire. Donc il faut qu'on arrive à trouver pourquoi ils ne se reconnaissent plus. Et je suis pas sûr que ce référendum change grand-chose. Par contre, moi j'entends des choses intéressantes. Vous savez, vous allez faire un référendum où c'est 2% de la population qui va décider. On peut consulter, il y a des moyens modernes, il y a des pays qui consultent. Alors ça n'a pas la force d'une loi. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux que 2 personnes décident de tout, il vaut mieux qu'on consulte 15 millions de personnes qui vont donner un avis. Ça n'a pas force de loi. Mais croyez-moi, l'élu, président de la République, qui va consulter son peuple, et quand vous consultez par un biais internet ou informatique, vous avez 15 millions de gens qui vous disent « moi je suis pas d'accord », même si ça n'a pas force de loi, il sera obligé d'agir. Et c'est quand même un peu plus sérieux. Et après tout, la France, c'est aussi se projeter, non? On ne va pas copier ce que font les autres depuis 30 ans. On peut aussi se dire qu'est-ce qui sera utile avec les moyens modernes dans 20 ans? C'est ça qui serait intéressant. Donc, foncièrement, l'idée de la souveraineté du peuple, on est d'accord. Et puis, il y a une phrase dans votre exposé des motifs qui me semble, moi, très idéologique et très étonnante. Le peuple politique, composé de citoyens et de citoyennes, décide en nom de ce qui est utile pour soi, mais de ce qui est bon pour tous. Sincèrement, avec votre RIC, la loi Veil, elle aurait été votée, l'abolition de la peine de mort aurait été votée, le mariage pour tous aurait été voté? Certainement pas. Certainement pas. Le rôle de l'élu, c'est aussi de bousculer un peu les choses. Donc voilà, enfin, je le crois sincèrement. Sincèrement. Donc oui à donner... Le peuple, il est là pour s'exprimer.
il est là pour s'exprimer, comme les parlementaires en principe d'ailleurs. Et voilà, pour moi, la vraie démocratie, eh bien, c'est l'élection. Par contre, je suis d'accord avec vous. Il y a fatalement quelque chose à changer pour que, dans le courant du mandat, on arrive à être un peu plus à l'écoute. Mais ça, on le sera. Parce que ce qui s'est engagé, aucun élu ne peut se permettre de ne pas en tenir compte. On aura des mandats différents. Voilà ce que je crois. L'idée, évidemment, on la partage. Je pense personnellement que si on appliquait tel que c'est là, on aurait des effets bien pires et on n'aurait rien changé. Et la demande suivante, ça serait je sais pas quoi, encore autre chose. Et puis si après tout, si vous trouvez qu'il faut changer les gens au milieu des mandats, réduisez de moitié la durée des mandats, on gagnera du temps. Je vous remercie. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Bernalicis. Merci, Madame la Présidente. S'il y a bien quelque chose que je trouve fascinant, je peux éprouver une certaine fascination, c'est pour tous ceux de mes collègues qui nous expliquent que l'alpha et l'oméga, c'est la souveraineté populaire, c'est la souveraineté du peuple, que c'est acquis, mais quand même pas trop. Quand même pas trop, parce que, vous comprenez, il y a la représentation nationale, il y a d'autres choses, il y a d'autres endroits où il y a de la légitimité. Donc il faut éviter cette souveraineté populaire, qu'elle s'exprime trop souvent, parce qu'en plus, on vient de l'entendre, elle serait soumise à une forme d'électoralisme, à des choses qui seraient dommageables, la peine de mort, etc. Il y a eu une expérience intéressante qui a été menée aux États-Unis, notamment sur la question de la peine de mort, où ils ont pris des gens qui étaient opposés à la peine de mort, qui étaient pour la peine de mort, pardon. Ils les ont mis dans la même pièce et ils les ont laissés débattre, rencontrer des experts, etc. Et à la fin, ils les ont fait voter. Et la majorité de ces citoyennes et citoyens américains ont changé leur avis suite à un débat. Parce que ce qui impose un problème dans le pays, et je ne vous dis pas qu'il faut voter la peine de mort, de toute façon on ne pourrait pas le faire, les traités internationaux nous en empêcheraient, et tant mieux. Et tant mieux. N'empêche que le débat, c'est ça qui permet de forger une opinion collective et d'éviter qu'il y ait un effet cocotte-minute dans le pays, où finalement on bafoue la volonté du peuple et l'intérêt général, et on finit par avoir des crises politiques majeures. Finalement, la Ve République n'arrive plus à produire une représentation qui satisfasse les intérêts du peuple et le peuple lui-même. Alors, j'entends que c'est de la récupération politique, que c'est une loi opportuniste et d'opportunité. Bon, je ne vais pas faire mon député de la République En Marche, mais je pourrais vous dire que quand même, c'était dans le programme. C'était dans le programme de la présidentielle de 2017. C'était même dans le programme de Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle de 2012. C'était même une idée depuis longtemps, référendum d'initiative populaire, c'est comme ça que ça s'appelait, qui le reprenait. Donc, ne nous faites pas ce procès en loi fait sur un coin de table, parce qu'en la matière, il faut dire que votre loi anti-casseurs, elle, n'est sans doute pas une loi opportuniste, ça c'est clair. Il n'y a pas de problème avec la Ve République. Vous nous dites, cette proposition de loi vient s'inscrire dans un écosystème qui est celui de la Ve République, donc il y a des incohérences. Mais oui, c'est vrai, je vous donne le point, vous avez raison. C'est pourquoi nous proposons de passer à une 6e République. Parce que oui, nous pensons que le référendum d'initiative citoyenne, que ce soit pour la proposition, que ce soit pour l'abrogation, que ce soit pour la révocation, que ce soit pour changer la Constitution, doit s'inscrire dans une nouvelle règle du jeu politique et démocratique dans ce pays, afin de redonner beaucoup plus de pouvoir et d'intervention au peuple, soit directement, soit par ses représentants, et y compris en renforçant les pouvoirs du Parlement, puisque c'est notre objectif aussi politique, de sortir de cette monarchie présidentielle, ou de cette monarchie tout court, parce que c'est pas possible. Vous nous dites, on veut quelque chose de plébiscitaire, cher collègue Houllier. Vous dites, pour vous, il y a le référendum d'initiative citoyenne, et puis le reste, le chef de l'État, etc. Non, mais là, vous confondez avec le programme du Front National. Je vous arrête tout de suite. Parce que, mais oui, vous confondez. Mais c'est bien, votre confusion, elle est c'est parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé, sans doute, mais... Pourquoi vous confondez? Parce que regardez, il y a des amendements qui ont été déposés par l'extrême droite, ils ne sont pas pour la révocation des élus en cours de mandat, ils ne sont pas pour une assemblée constituante, ils ne sont pas pour changer la règle du jeu. Oui, ils veulent quelque chose avec le chef de l'État surpuissant et un référendum, un coup de temps plébiscitaire. Mais vous, ce qui est dingue, c'est que vous voulez que le chef suprême surpuissant et même pas le référendum. Donc sur l'échelle du pire, franchement... je crois que vous n'avez de leçons à donner à personne. Et non, il n'y a pas de confusion entre souveraineté nationale et souveraineté populaire, parce que précisément nous avons la chance dans notre pays que ce soit la même chose. Nous avons cette chance. La nation fonde le peuple, et le peuple fonde la nation.
Et c'est ça qui est la force de ce beau pays qu'est la France, parce qu'on a eu le droit à 1789, à une révolution française, et que tout ça est une excellente chose. Alors on pourrait finalement discuter des seuils, discutons des seuils. Discutons du mode opératoire, et je remercie le collègue Balanant d'avoir posé ces thèmes sur la table, en disant, ben voilà, est-ce qu'il faut une durée de débat obligatoire avant un référendum? Est-ce qu'il faut un référendum à la fois? Est-ce qu'il faut mettre plusieurs questions en même temps? Est-ce que c'est que des questions oui-non? Est-ce qu'on peut faire des votes préférentiels, par exemple, autre mode de scrutin, si on veut être inventif, ingénieux, inventer la démocratie de demain, comme le proposait notre collègue Zunkeller? C'est ça les questions fondamentales dont on devrait pouvoir se saisir, dont on devrait pouvoir parler. Et ce n'est malheureusement pas ce qu'il y aura dans la réforme constitutionnelle que propose le groupe majoritaire. Et d'ailleurs, ça a été redit tout à l'heure, nous nous opposons radicalement au référendum des initiatives citoyennes. Les Gilets jaunes l'auront entendu. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, accordons à la France insoumise au moins un mérite, c'est celui de la cohérence et de la continuité sur le sujet, puisque ça a été dit à l'instant par Hugo Bernalicis, le candidat Mélenchon en 2012, puis aux dernières présidentielles en 2017 en faisait un point majeur de son programme. Et je le dis d'autant plus que c'était pour ces deux élections également mon candidat à l'élection présidentielle. Oui, ça n'empêche pas. Oui, mais vous savez, l'élection, ça ne devient pas une dictature. Entre deux élections, on peut discuter. Donc, bon, alors, Monsieur Kettel m'invite à faire une petite parenthèse. Je suis dans une circonscription en Seine-Saint-Denis, populaire, et où ça me revient beaucoup dans les débats que je fais, notamment avec les Gilets jaunes. C'est une circonscription où Emmanuel Macron, au premier tour de l'élection présidentielle, a recueilli en pourcentage moins de voix que sa moyenne nationale. Moins de voix. 22, 23%. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, dans la ville de Saint-Denis, qui est dans ma circonscription, il a recueilli le plus grand score qu'une ville de plus de 100 000 habitants en France lui ait donné, avec 86% des voix. D'accord ? 86% des voix. Mais que me disent les gens de ma circonscription actuellement? Nous qui avons donné moins que la moyenne nationale au premier tour, mais plus que tout le monde au deuxième tour face à Marine Le Pen, nous n'avons pas voté pour un candidat qui abroge l'impôt de solidarité sur la fortune. Il ne peut pas, au nom des scrutins que nous lui avons accordés, faire le contraire de nos aspirations. Et donc la question de la légitimité, la question de la démocratie, et interpréter le vote au deuxième tour comme l'adhésion à un programme, est au cœur de la crise démocratique que nous connaissons actuellement dans le pays. Au cœur de la crise démocratique, parce que les gens considèrent que leur vote a été volé quant aux décisions qui sont mises en œuvre. Et donc la question qui est posée, c'est valable pour le mandat en cours, c'était valable pour l'élection de Jacques Chirac en 2002, de la même manière. De la même manière, ces mêmes caractéristiques d'élection, même comportement au lendemain de l'élection, et même crise démocratique, et même qui s'est traduit dans le mandat de Jacques Chirac par le référendum de 2005, et qui se traduit aujourd'hui par la crise des Gilets jaunes. Si on ne voit pas ça, si on ne veut pas voir qu'il y a nécessité entre deux élections, de faire parler le peuple, de faire s'exprimer le peuple. D'abord, on ne répond pas à une aspiration profonde du pays et on ne s'attaque pas à la crise démocratique qu'il y a dans notre pays. Il ne s'agit pas d'accuser un tel ou un tel, il s'agit de constater honnêtement qu'il y a une grande crise démocratique. Donc, pouvoir répondre à cette aspiration populaire qui est d'intervenir dans le débat public, d'opérer des choix quand on considère que le mandat de l'élection ne permet pas ou n'autorise pas ou ne peut pas être interprété comme un blanc-seing pour mettre en place un programme qui n'était pas forcément celui approuvé au moment de l'élection. Alors après, moi, sur la loi, très rapidement, nous, on s'inscrira positivement dans cette loi, avec des remarques et des observations. Je vais les énumérer très rapidement, vu le temps qu'il me reste. Nous avons, comme certains ici,
une question sur la proposition de la révocation. On a des expériences à l'étranger de ce point de vue qui ne sont pas forcément probantes. Je pense notamment à des exemples aux États-Unis d'élus révoqués par les lobbies pro-armes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il y a bon, un sujet pour nous sur la question de la révocation. Et puis nous avons aussi un sujet sur la question des seuils et un sujet aussi sur la protection des droits fondamentaux. Et nous ferons des propositions pour qu'un avis a priori du Conseil constitutionnel puisse être requis pour les questions posées par référendum, ou du Conseil d'État, ou des deux, de la même manière que nous souhaiterons aussi compléter cette proposition de loi, notamment vaccinée par l'expérience de 2005, qui est un grand traumatisme dans le peuple français. On nous en parle 13 ans après, toujours avec beaucoup de force aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les assemblées ne puissent pas voter ou délibérer à l'inverse du résultat d'un référendum, de façon à ne pas reproduire ce qu'on a connu en 2005. Je vous remercie. Pour le groupe Liberté et Territoire, M. Paul Molac. Merci Madame la Présidente. Donc la proposition de loi de la France Insoumise n'est pas tout à fait nouvelle. Il y a un certain nombre de penseurs qui se sont penchés sur le travaux du RIC. Et donc, moi je trouve que la France Insoumise a au moins le mérite de poser la question. Et on peut lui reprocher d'être opportuniste, mais enfin, on pourrait le faire à de nombreux groupes et à de nombreux moments dans l'histoire. Donc, c'est pas une vérité en soi. N'est-ce pas? Mais, si tu veux, on peut en discuter, Bruno, t'inquiète pas. Hein. Donc, mettre une dose de démocratie directe dans notre démocratie représentative, je pense qu'effectivement, c'est une nécessité. S'il vous plaît. Vous pouvez reconnaître que notre démocratie va mal, qu'on laisse au peuple le droit de choisir quelque part ses élites par le vote, mais qu'ensuite il ne devrait pas s'exprimer. Je pense qu'il y a quelque part un raté. Et il nous reproche quelquefois d'être une aristocratie qui ne l'écoute pas et qui ne fait pas attention à lui. Et donc il y a une exigence de sa part qui est énorme. Et je pense que c'est pour ça que nous devrions effectivement aller vers des questions de référendum. Donc, il y a un certain nombre de pays qui le font. La Suisse, c'est vraiment quelque chose de courant. Même quand vous n'êtes pas en Suisse, on vous envoie une lettre avec le pour, le contre, et vous avez effectivement à voter. Ça arrive très souvent. Ça fonctionne plutôt bien. Plutôt bien. Donc je pense que c'est quelque chose auquel nous devrions réfléchir. Et le principe me paraît clair, aller vers plus de démocratie directe. Alors une fois qu'on a dit ça, forcément, il faut trouver le bon moyen et la procédure. Et c'est peut-être là que les choses se gâtent quelque peu. Donc, je pense en particulier combien de citoyens peuvent demander un référendum. 2%, 5%, 2%, ça me paraît relativement faible. Deuxièmement, on n'a pas parlé de ça, mais quel pourcentage de votants? Par exemple, en Italie, s'il n'y a pas 50% du corps électoral qui s'exprime, eh bien, à partir de ce moment-là, le référendum est annulé purement et simplement. Donc là-dessus, effectivement, on n'a pas d'informations non plus. Quels sont les sujets? Parce que la démocratie, c'est effectivement le vote, mais c'est aussi certaines règles, comme les droits de l'homme, comme la séparation des pouvoirs. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre des garde-fous? Sur le référendum révocatoire, je suis relativement dubitatif, effectivement, parce que la proposition, c'est finalement en mi-mandat, on peut faire effectivement un référendum révocatoire. Parce que si c'était étendu, vous pensez bien que nous serions en campagne électorale tout le temps. Donc ça pose effectivement un problème. Et le problème que cela pose aussi, c'est qu'en général, quand nous élisons quelqu'un, effectivement, c'est pour un temps précis. Donc, si révocation il y a, ça doit quand même être des cas très particuliers, liés véritablement, non pas à une interprétation, mais à des faits qui sont clairs. Parce qu'autrement, effectivement, je pense en particulier à certaines pétitions qui passent où l'on voudrait révoquer Emmanuel Macron pour haute trahison. Bon, il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Il y a des limites. Il y a des limites. Donc, le référendum constituant, ça pourrait être une bonne idée, effectivement, parce qu'on voit bien que notre Constitution, la Ve République, est à bout de souffle. Elle n'a pas permis de rénover la vie politique.
Elle a été faite pour un homme qui avait une histoire très particulière, et aujourd'hui, aucun président n'aura cette histoire-là, ni cette légitimité. Et puis, il nous reste une dernière chose. Le référendum d'initiative citoyenne, il doit pouvoir se passer à différentes échelles. Donc, c'est-à-dire à l'échelle locale, la commune, éventuellement la communauté de communes, le département, la région. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Et localement, les citoyens doivent pouvoir se positionner sur tel ou tel point. Donc, nous souhaitons que cette proposition de loi puisse être examinée et avancer vers quelque chose qui me semble tout à fait légitime, c'est-à-dire que le peuple puisse, dans un certain nombre de cas, prendre lui-même les décisions. Et je pense qu'il ne faut pas le caricaturer, ni penser qu'il est forcément rétrograde. Moi, j'avais l'impression, en tout cas, sur le mariage pour tous, qu'on avait une majorité dans l'ensemble de la population. Et que finalement, ceux qui s'exprimaient contre le mariage pour tous étaient une minorité. Donc, je crois qu'il faut penser que le peuple peut avoir un sens politique. Et ça, je crois que c'est une erreur qui est liée à notre intellect, parce que je pense qu'on a fait la même erreur lors de la Révolution française. Les élites ont pensé qu'elles avaient raison, elles se sont heurtées au peuple, et ça a conduit chez nous, en tout cas, à la chouannerie, alors que les paysans bretons, au départ, sont favorables à la Révolution. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, attention, le peuple a une intelligence, il est capable de voter et il est capable d'aller dans le bon sens. Je vous remercie. J'ai quelques demandes d'intervention donc pour une durée maximum de 2 minutes et après le rapporteur répondra et puis nous entamerons l'examen des amendements. Donc Monsieur Arnaud Viala. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, la façon dont vous présentez les choses et les réactions que suscite inévitablement votre proposition pourrait donner à penser que vous êtes les seuls à être les tenants d'une démocratie directe, beaucoup plus participative, et qu'en face de vous, il n'y a que des forces politiques de notre temps, réactionnaires, qui ne veulent surtout pas qu'on auditionne le peuple sur les orientations qu'on prend. Ce n'est pas du tout le cas. Et moi, je considère que la question du référendum, d'initiative citoyenne, d'initiative partagée, est sur la table et que probablement, il faut lui apporter une réponse. Mais j'ai 2 questions à vous poser par rapport à votre proposition et par rapport à ces considérations et par rapport au contexte. La première, moi, il me semble que, en tant que parlementaire, actuellement en fonction, on doit vraiment s'interroger sur la manière de restaurer à la représentativité, aux représentants que nous sommes, aux représentants qu'il y aura demain en France, le minimum de degré de confiance nécessaire pour que les citoyens se sentent représentés, justement. Cette proposition n'y répond pas, c'est un sujet démocratique majeur, et je voudrais vous entendre sur ce point, parce que votre force politique, à ce que j'en sais quand même, ne souhaite pas qu'il n'y ait plus de représentants du tout en France. Donc comment on rétablit un lien de confiance entre les représentés et leurs représentants, autrement qu'en faisant des propositions qui balayent finalement le niveau de la représentation. Et la deuxième question que je veux vous poser, elle porte sur votre article quant à la révocation des élus. Comment, si un tel dispositif venait à être introduit, vous maintenez un degré minimal de stabilité dans un pays comme le nôtre? Parce que, très honnêtement, si cette disposition telle que vous la prévoyez entrait en vigueur, on imagine très bien que tous les 4 matins, la France serait baladée dans un sens ou dans l'autre. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Adrien Quatennens, excusez-moi. Merci de votre accueil, Madame la Présidente. Alors, nous organisons ce matin les conditions pour que cette commission soit suivie plus avant, notamment sur les réseaux. Et je pense que celles et ceux qui nous suivent à l'extérieur de cette commission seront, comme moi, interloqués par la légèreté avec laquelle la majorité entreprend le moment que nous vivons et la faiblesse des arguments de la majorité contre cette proposition de loi de référendum d'initiative citoyenne. Ici, l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Et dans cette maison du peuple, c'est vrai, vous êtes la majorité. Mais précisément dans le pays, sur cette question, vous êtes la minorité. Car au-delà de celles et ceux qui portent le gilet jaune, on voit que cette question du référendum d'initiative citoyenne est soutenue à une large majorité dans le pays. Alors, nous pensons que la souveraineté populaire doit être la seule boussole, que le peuple est seul souverain et donc il faut en créer les conditions. Vous dites opportunisme, ça a été répété,
cette proposition dans notre programme n'est pas d'aujourd'hui. Je suis particulièrement choqué de voir que des applaudissements de La République En Marche arrivent précisément au moment où l'on dirait que le peuple aurait pour priorité d'abroger certains droits conquis, comme le mariage pour tous, comme bien sûr le fait de rétablir la peine de mort. Non, le peuple n'est pas d'essence réactionnaire. Et les Français, à cette heure, manifestent non pas pour rétablir la peine de mort, mais pour la justice sociale, pour la justice fiscale. Alors, je veux aussi rassurer sur le référendum révocatoire, et en particulier mon collègue Stéphane Peu, qui pour le reste dit soutenir cette proposition. Le référendum révocatoire n'a pas pour ambition de dégager les élus tous les 4 matins. La première des vertus du référendum révocatoire n'est pas de dégager, mais d'obliger les élus. En ce sens que le simple fait qu'à mi-mandat d'un élu puisse avoir lieu un référendum révocatoire fait que les élus, croyez-moi, s'en tiraient bien plus obligés face à leurs électeurs. Et que beaucoup de celles et ceux qui ont fini leur mandat ne l'auraient peut-être pas terminé, ayant trahi leurs promesses. Alors à cette heure, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous pensez, oui ou non, que la souveraineté populaire est notre boussole politique? Bien évidemment, ce référendum ne soldera pas tout. Et nous pensons que par-delà, il faudrait une assemblée constituante. Mais à cette heure, vous êtes regardés. Alors n'applaudissez pas des bêtises vous avez comme celles dépassé qui ont été votre temps de proférées. parole. Madame Emmanuelle Ménard, non inscrite. Merci, Madame la Présidente. Il me semble qu'être opposé au référendum, c'est estimer que le peuple n'est pas capable de trancher certains sujets qui seraient trop compliqués pour lui. C'est un peu méprisant, me semble-t-il. Le référendum est très peu utilisé par les responsables politiques et on dirait bien que dans certains cas, finalement, ils craignent de s'en remettre au peuple. Et quand le peuple souhaite s'exprimer, hier sur le mariage pour tous, je vous rappelle quand même les 700 000 pétitions qui avaient été déposées auprès du CESE et qui ont été balayées d'un revers de main, ou sur l'Europe en 2005, les Français ont le sentiment, et ce n'est malheureusement pas qu'un sentiment, de ne pas être écoutés. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire des référendums sur tout, tout le temps, et trop de référendums entraîneraient malheureusement leur banalisation. Donc, je suis, sur le principe, tout à fait favorable à la consultation du peuple français, mais je suis en désaccord avec certaines des propositions de cette proposition de loi, et je m'en expliquerai avec les amendements que j'ai déposés. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. J'ai 7 inscrits, je n'en prends plus après. Je donne les noms. Christophe Euzet, Cécile Untermaier, Marietta Caramanli, Pierre Morel-Alussière, Hervé Solignac, Rémi Rebrot, Fabrice Brun. Donc Christophe Euzet pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Alors, je venais ce matin enthousiasmé et finalement je suis plus inquiet qu'autre chose. Parce que vous posez une bonne question. Effectivement, il y a un débat qui se pose dans notre société et vous y apportez une désastreuse réponse. La question de l'exercice du pouvoir, on se la pose depuis 25 siècles. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a inventé quoi que ce soit sur cette question. Depuis le miracle grec que décrivait Ernest Renan, on s'est posé la question et effectivement on s'est demandé comment trancher ou comment arbitrer entre le pouvoir du peuple tout entier, celui de la nation, justement pour trouver sur une solution intermédiaire qui permet, tout en donnant le pouvoir à des représentants, de solliciter aussi le peuple lorsque les intérêts le suggèrent. Alors cette réponse que vous apportez sur le référendum d'initiative citoyenne, moi je la prends pas avec dédain, pas du tout. Je la considère parce que je considère justement que le problème de société est réel, mais justement, quand le problème est réel et qu'on est sérieux, on adresse des projets sérieux. Or, votre proposition a tout sauf le fait d'être sérieuse. C'est une initiative qui n'a aucune limite dans votre propos. On peut voter des lois sur le budget, sur la fiscalité, sur les choix redistributifs, sur les engagements du pays, sur les droits acquis et revenir sur eux immanquablement, sans aucune contrainte, sans exigence de quorum non plus, c'est-à-dire que 2% de la population peut décider pour l'intégralité de la population. Et puis surtout, vous militez pour des intérêts qui sont complètement contraires à ceux que vous défendez. Parce que qui va rédiger les propositions que vous évoquez? Qui va rédiger les propositions de révision constitutionnelle? Qui va rédiger les propositions de loi? Mais évidemment les lobbies, évidemment les partis minoritaires, évidemment tout ce que vous combattez au quotidien. Et au lieu de créer une société de la confiance dans laquelle les représentants représentent leurs électeurs, vous construisez une société de la défiance, de la contestation permanente, dans laquelle finalement nous allons passer notre vie à la fois à vouloir révoquer des élus